Le coup d'État le plus redoutable est-il celui qui s'infiltre dans les failles de l'indifférence? Celui qui ne fait aucun bruit, ne montre aucune arme, ne trouble ni la nuit, ni le sommeil d'une ville entière. Pourtant, l'histoire du monde abonde en exemples où la menace, tapie dans l'ombre, a frappé sans un cri. Songez à la nuit du 30 juin 1934, en Allemagne, où la purge politique connue sous le nom de Nuit des longs couteaux a décapité l'opposition au pouvoir nazi, sans que la majorité de la population ne réalise l'ampleur de la manœuvre avant l'aube. Là aussi, tout s'est joué dans le secret, par des listes, des arrestations ciblées, la routine devenue arme fatale. Ici, point de chars rugissant dans les avenues, point de sirènes lacérant le silence. Tout commence ailleurs, derrière des portes closes, à coups de signatures, de circulaires, de procédures administratives, dans un calme glacial. Les instigateurs n'ont pas cherché à terroriser la population, mais à effacer Ibrahim Traoré de la scène sans tumulte, sans éclat, sans une seule alerte visible. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Déjà, en 1961, au Brésil, la destitution progressive du président João Goulart s'est opérée d'abord par la sape bureaucratique. Loi spéciale, nomination, remplacement soudain. L'histoire regorge de ces effacements feutrés, où la plume et le parapheur l'emportent sur le bruit des bottes. Leur stratégie était implacable. Faire glisser l'autorité d'une main à l'autre, sur le papier seulement, pendant que la société reste passive, bercée par la routine. La peur, l'habitude, le silence devaient faire tout le travail. La continuité devait masquer la rupture, et la stabilité devait être proclamée bien avant que quiconque ne réalise ce qui se joue. Pour mieux comprendre, imaginez ce scénario. Un ministre loyaliste reçoit une invitation à une réunion matinale. À son arrivée, il découvre que son badge d'accès ne fonctionne plus. Son bureau a été vidé pour rénovation. Personne ne hausse la voix. Il ne s'agit pas d'une arrestation, mais d'une disparition administrative. Ce type de geste, répété dans chaque ministère clé, tisse la toile d'une prise de pouvoir sans un seul coup de feu. Mais une variable a tout bouleversé, l'irruption inattendue du peuple. Même le plan le plus froid, le plus discret, se fissure quand des citoyens ordinaires refusent d'être invisibles. Soudain, la manœuvre vacille. La présence collective brise le charme du secret. Regardons en arrière. En Ukraine, lors de la révolution orange de 2004, la fraude électorale, savamment orchestrée et masquée par des procédures, a été stoppée non pas par un putsch militaire, mais par la mobilisation massive de citoyens ordinaires. Ils ont refusé que la légitimité soit confisquée dans le silence des bureaux de vote truqués. Voilà le vrai danger de ces coups d'État silencieux. Ils misent sur l'apathie, la routine, la confiance aveugle envers le système. Si la société rate les signaux faibles, elle peut perdre sa souveraineté, sa liberté même, en une nuit, sans cri, sans résistance, sans même s'en apercevoir. C'est la même mécanique qui a permis, en 1974, au Portugal, de voir le régime de l'Estado Novo tomber presque sans effusion de sang, mais dans un climat d'indifférence, jusqu'à ce que la société, réveillée par les œillets, décide de reprendre son destin en main. Pour comprendre comment ce coup d'État administratif a failli aboutir, il faut accepter d'oublier ce que l'on croit savoir sur les prises de pouvoir spectaculaires. L'enjeu ici, la capacité d'un peuple à refuser d'être réduit à l'absence. Pourtant, tout a commencé bien plus tôt, dans l'ombre des institutions. Pour remonter le fil, il faut examiner les premiers gestes, ceux que presque personne n'a remarqués. Par exemple, la modification discrète d'un agenda officiel, la nomination soudaine d'un directeur inconnu à la tête d'une agence stratégique ou le report inexpliqué d'une réunion de crise. Chaque détail, pris isolément, semble anodin. Mais mis bout à bout, il dessine la carte invisible de la prise de contrôle. Oubliez les colonels en uniforme qui déclament des communiqués solennels devant les caméras. Aujourd'hui, le vrai danger rampe silencieusement dans les couloirs des ministères, se tapit derrière des parapheurs, des signatures anodines, des agendas cadenassés. Le coup d'État moderne n'a rien d'un spectacle. Il se glisse dans la routine, calibré pour sembler inévitable, presque naturel.
Son but n'est plus de renverser le système, mais de déplacer, sans bruit, celui qui en tient les rênes, tout en préservant un vernis de stabilité. Prenons l'exemple de la Grèce des années 2010, où la crise financière a permis des transferts de souveraineté par le biais de mémorandums et de signatures. La population, anesthésiée par l'effritement progressif des droits sociaux, a mis du temps à percevoir le basculement, car tout semblait suivre un ordre administratif inéluctable. Aucune sirène, aucun véhicule blindé ne vient troubler les rues. L'absence de chaos n'est pas un accident, c'est un choix méthodique, destiné à désamorcer toute réaction populaire avant même qu'elle ne s'organise. Si la surface reste lisse, qui soupçonnerait une vague? L'efficacité de cette machinerie repose sur la neutralisation invisible de la chaîne de commandement. Un ordre glissé, un accès suspendu, un mot de passe effacé. En multipliant les petites zones d'ombre, les instigateurs sèment la confusion, gagnant ainsi les heures nécessaires pour imposer leur fait accompli, sans déclencher d'alarme massive. Dans ce jeu, l'administration se mue en arme de précision. Les manœuvres sont dissimulées sous couvert de procédures routinières, de protocoles dûment respectés. Tout est agencé pour que la façade légale suffise à convaincre la société qu'il ne s'agit que d'un ajustement, rien de plus, que l'ordre demeure, qu'il suffit de suivre. Au cœur du dispositif, une idée risquée s'installe, que la légitimité descendrait mécaniquement des institutions vers le peuple. Qu'en contrôlant l'appareil d'État et en évinçant sa tête, le reste suivrait, docile, sans bruit. Que la population, privée d'espace et de voix, regarderait passer l'histoire depuis les coulisses. Mais céder à cette logique, c'est accepter que chaque basculement de pouvoir se réduise à une formalité administrative, question de dossier, pas de destin commun. Peu à peu, la frontière entre légalité et légitimité se brouille. Le droit de décider s'évanouit dans la routine bureaucratique. Regardons le Chili de 1973. La lente préparation du renversement d'Allende a commencé par des sabotages administratifs, des grèves organisées dans le secteur public, la désinformation méthodique. L'armée n'a fait qu'achever un travail d'usure mené d'abord dans les bureaux. Et pourtant, derrière cette mécanique d'une précision glacée, un oubli fatal s'est glissé. Un détail minuscule, mais suffisant pour tout faire dérailler. Ce détail, à première vue anodin, va réveiller ce que les stratèges croyaient endormi. La vigilance citoyenne. Car dans l'ombre du silence, la société n'a pas disparu. Le pays donnait l'illusion d'un retour à la normale, mais sous la surface, tout avait changé. Les stratèges du coup d'État avaient misé sur l'épuisement. Pour eux, après tant d'années de tension, la société burkinabé finirait par céder, accepter l'absence, se replier dans la crainte et la fatigue. Ils pariaient sur l'usure, sur l'effacement du désir d'agir. Mais ils ont négligé une vérité décisive. Chaque crise, chaque mobilisation passée avait semé des graines. La population n'était plus docile. Elle avait appris à scruter l'ombre, à se rassembler, à exister malgré la tourmente. Pensez à la Pologne des années 1980, où après des années de répression, la société civile a su renaître dans la clandestinité, tissant des réseaux d'information et de solidarité capables de défier le pouvoir. Pourtant, à première vue, tout semblait contrôlé. En amont, des décisions avaient été prises, écarter les officiers trop fidèles ou trop influents, brouiller toute chaîne de commandement. Cette méthode visait à paralyser toute riposte rapide, à dissoudre la possibilité d'un sursaut organisé. La prise de pouvoir s'est opérée dans le secret, sans éclat, sans déclaration. Chaque geste était calculé pour donner le sentiment d'une continuité évidente. Au matin, rien ne devait trahir le basculement. L'objectif, ne rien laisser paraître, endormir la méfiance. Mais la mécanique parfaite a heurté un obstacle inattendu. L'attention collective, loin de s'éteindre, s'est au contraire aiguisée. L'apparition de civils inconnus dans des lieux stratégiques, des visages jamais vus sur des trajets officiels, ont suffi à éveiller les doutes. Cette intrusion civile, censée rassurer, a dévoilé la fragilité du dispositif et mis la lumière sur l'anomalie du moment. Sous-estimer la vigilance d'un peuple, c'est risquer l'incendie.
La société n'était plus spectatrice, mais actrice centrale. Une société qui refuse de disparaître expose les failles les mieux dissimulées, même dans les plans les plus sophistiqués. On découvre alors que le contrôle ne s'impose pas seulement par décret. Quand la légitimité chancelle, la moindre anomalie administrative révèle l'artifice. L'équilibre se fissure, la rupture devient possible. Ce qui semblait solidement verrouillé peut soudain vaciller, menaçant de tout emporter. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un plan d'effacement rencontre une société qui a appris à rester présente? La tension monte. Les citoyens éveillés n'attendent plus les ordres. Leur vigilance devient l'élément imprévu qui peut tout bouleverser. Dans la Géorgie de 2003, la Révolution des Roses a surgi précisément de cette capacité collective à détecter le subterfuge électoral. La présence obstinée des citoyens a fait échouer la mainmise discrète du pouvoir. Quand l'audace sans violence devient la force décisive, tout peut basculer dans un silence tendu. Il ne s'agissait ni d'une foule organisée, ni d'un soulèvement armé. Seule la présence inattendue de citoyens ordinaires, venus sans mot d'ordre, a déjoué les calculs des aspirants putschistes. Ce n'était pas l'émeute, mais l'éveil. Le surgissement de l'imprévisible, la hantise des faiseurs de coups d'État. Les anciennes frontières entre armée et société se sont dissoutes. Aux portes des ministères, soldats et civils se sont mêlés. Certains militaires hésitaient, d'autres engagèrent la conversation, brouillant les lignes et changeant le visage de la crise. La rue n'obéissait à personne, mais elle refusait d'être effacée. Par exemple, dans la Tunisie de 2011, la présence de simples citoyens, venus réclamer la vérité place de la Casbah, a neutralisé l'effet paralysant de la peur. Les forces de l'ordre, confrontées à cette détermination calme, ont renoncé à l'affrontement. Face à cette masse sans chef ni slogan, l'opération, conçue pour être discrète et précise, a vacillé. Comment neutraliser une légitimité qui ne se laisse pas assigner de leader ni de programme? Les stratèges du coup d'État avaient tout prévu, sauf la présence muette et résolue de la société. Très vite, la légitimité s'est cristallisée autour de ce simple fait. Le peuple était là. Ce n'était ni une déclaration officielle, ni un décret, ni une signature qui comptait désormais, mais l'évidence vivante de la souveraineté. La procédure s'effaçait devant la présence, indiscutable et manifeste. Dans l'incertitude, les unités demeurées fidèles au pouvoir légal ont pu se reconnaître, se regrouper, agir sans devoir affronter une insurrection. La tentative de prise de contrôle s'est effondrée avant même d'avoir provoqué la moindre confrontation. Sans violence, l'autorité tranquille de la société a inversé le rapport de force. C'est là tout l'enjeu. Quand la société répond présente, elle redéfinit l'autorité réelle. Quand elle reste absente, la prise de pouvoir administrative s'impose sans contestation. Alors le sort collectif se joue dans l'ombre. Mais si elle se montre, même sans mot d'ordre, même sans plan, elle rappelle en un instant que la souveraineté est d'abord une question de présence, pas de procédure. Ce basculement éclaire d'un jour nouveau la notion de légitimité. Il rappelle que le vrai pouvoir, celui que l'on ne peut ni acheter ni confisquer, réside dans la capacité des citoyens à se rendre visibles et à refuser l'abandon. Le processus était pensé pour écraser la résistance physique. Il s'est heurté à la résistance symbolique, d'autant plus forte qu'elle n'avait ni chef ni manifeste. Mais empêcher un coup d'État n'est que le premier pas. Il reste à comprendre comment la structure de la trahison a pu s'installer dans l'ombre, et comment la rendre visible, pour que la vigilance citoyenne devienne une force durable, pas un simple réflexe. La vigilance ne doit pas faiblir après la crise. Il faut désormais éclairer les zones d'ombre où se prépare la prochaine menace. L'argent peut-il devenir l'arme ultime contre la trahison? Dans la nuit la plus épaisse, ce ne sont pas les armes, mais les comptes en banque qui ont frappé les premiers. Le gel soudain des avoirs de plus d'une centaine de figures puissantes a marqué, pour la première fois, la fin de l'impunité des élites. L'argent, jadis caché dans l'ombre, s'est trouvé exposé comme jamais. Chacun a compris qu'aucune fonction ni aucun titre ne pouvait encore garantir l'immunité face à la vigilance collective. Pourtant, ce n'était qu'un prélude. Les grandes enquêtes financières, déclenchées dans l'urgence, ont révélé l'étendue des réseaux clandestins. Les ramifications dépassèrent les frontières,
traversant sociétés écrans, partenaires étrangers et circuits d'évasion façonnés pour le secret. Cette cartographie du pouvoir invisible a choqué, mais surtout réveillé. Nul n'imaginait que la souveraineté nationale pouvait être ainsi rongée par des flux insaisissables. Rappelons-nous l'Italie des années 90, où l'opération Manipulite a révélé la toile de corruption qui étouffait la démocratie. Là encore, ce sont des magistrats et des journalistes, épaulés par l'opinion publique, qui ont mis à nu le pouvoir invisible de l'argent. La maîtrise du récit médiatique faisait partie du plan initial. Tout était orchestré pour que la version officielle étouffe la réalité. Mais l'irruption citoyenne a pulvérisé ce contrôle. Les images et les voix ont circulé sur les réseaux, brisant le monopole du discours d'État. La vérité, fragmentée mais obstinée, a fini par fissurer le brouillard institutionnel. Ce séisme politique a mis en lumière une évidence longtemps refoulée. Il faut un contrôle citoyen permanent. La confiance n'est plus possible si elle repose seulement sur la parole des dirigeants ou des institutions verrouillées. Désormais, chaque décision publique doit pouvoir être questionnée, chaque choix majeur, surveillé. L'opinion ne s'est pas contentée de dénoncer. Elle a exigé une transparence durable, ancrée dans les pratiques quotidiennes. Comment faire? Des plateformes citoyennes, des collectifs indépendants, des outils numériques de veille et de signalement peuvent être mis en place. Il devient crucial de former la jeunesse à l'esprit critique, à la vérification de l'information, à la veille démocratique. En Islande, lors de la réécriture de la Constitution après la crise de 2008, ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont proposé et voté les articles les plus décisifs via Internet et des assemblées populaires. La société a compris une chose essentielle. La souveraineté ne se joue pas qu'au front militaire. Elle dépend tout autant de la cohésion sociale, du courage de chacun à défendre le bien commun. Sans cette vigilance partagée, ni frontières ni armées ne suffisent à préserver la dignité collective. La citoyenneté éveillée est devenue la première ligne de défense. Mais cet élan comporte un risque. Si le réveil populaire ne se mue pas en vigilance de chaque jour, les anciennes méthodes de captation reviendront sous des formes plus discrètes. La victoire ne sera jamais acquise sans une attention constante à tous les rouages du pouvoir, à ses angles morts. Rester éveillé, c'est refuser que l'histoire se répète, même derrière de nouveaux masques. Regardons l'exemple de la Hongrie contemporaine. La dérive autoritaire s'est installée par petites touches, chaque loi restrictive passée dans la routine parlementaire, chaque média indépendant racheté ou muselé sans bruit, pendant que la société, fatiguée, détournait les yeux. C'est la vigilance quotidienne qui fait barrage à la confiscation lente du pouvoir. Pourtant, une question demeure. Comment transformer cet éveil en force durable? Les jours à venir mettront à l'épreuve la solidité de cette vigilance retrouvée. Voici quelques pistes concrètes. Premièrement, instaurer une culture du débat public régulier, où chaque citoyen peut s'exprimer et questionner l'action des dirigeants. Deuxièmement, créer des observatoires citoyens indépendants, dotés des moyens d'enquêter et d'alerter. Troisièmement, enseigner dès l'école la nécessité de la transparence et du contrôle démocratique à travers des simulations de prise de décision collective. Quatrièmement, encourager le journalisme d'investigation, garantir l'accès aux archives publiques et protéger les lanceurs d'alerte. Cinquièmement, organiser régulièrement des assemblées populaires, à l'image des conseils de quartier ou des agoras numériques, pour détecter ensemble les signaux faibles. Une société éveillée ne doit jamais s'endormir. Ce qui s'est joué au Burkina Faso fut bien plus qu'une crise passagère. Ce fut un rappel crucial pour notre époque. La menace ne vient pas toujours de la force brute, mais du silence et de l'absence. Face au coup d'État silencieux, l'obstacle décisif ne fut ni l'armée ni les institutions, mais la vigilance ordinaire de citoyens qui ont refusé de disparaître. Leur présence, dans la rue et dans le regard, a prouvé que la légitimité ne se décrète pas dans l'ombre du pouvoir, mais se construit à ciel ouvert, chaque jour. La tentation serait forte de croire le danger écarté, la nuit dissipée. Pourtant, l'histoire avertit. La menace ne revient pas toujours sous la forme du fracas ou des communiqués d'urgence. Elle avance souvent masquée, cachée sous les plis de la routine, de la procédure,
de l'habitude administrative. Elle s'infiltre chaque fois que l'on cesse de douter, de demander, de rendre des comptes. Pour illustrer ce risque, souvenons-nous de la Turquie des années 2010, où la démocratie a été lentement grignotée par des modifications constitutionnelles, votées dans l'indifférence jusqu'au basculement brutal de 2016. Les signes avant-coureurs étaient au présent, mais la société, rassurée par une apparence de stabilité, n'a pas vu venir la tempête. Ce qui protège vraiment une nation, ce n'est jamais l'héroïsme d'un instant, mais la régularité sans faille de la vigilance citoyenne. Ce sont les petites questions du quotidien, la transparence exigée, la présence collective, même discrète, qui dessinent les vraies frontières de la souveraineté populaire. C'est l'attention banale, la surveillance civique, non la réaction à la crise, qui empêche à nouveau la nuit de tomber. L'enjeu n'est pas seulement d'empêcher qu'un homme s'empare du pouvoir. Il s'agit de garantir qu'aucune décision majeure, sur la liberté, la sécurité, l'argent public ou la dignité commune, ne soit prise dans l'ombre, sans le regard ni la voix du peuple. Ce devoir ne s'éteint jamais. Il ne se délègue pas. Il se cultive patiemment, dans chaque geste du quotidien. Désormais, la responsabilité nous appartient à tous. Refuser l'indifférence, questionner la normalité, défendre la transparence. Voilà nos outils les plus sûrs. Car les coups d'État modernes ne portent plus toujours d'uniforme. Ils préfèrent le masque du banal, l'ombre de la routine. À nous de rester réveillés, d'être l'alarme silencieuse qui chaque jour prévient que nul ne peut confisquer la souveraineté du peuple. La nuit ne retombera pas, tant que nous choisirons de garder les yeux ouverts. Chacun peut agir, à son échelle. Interroger un élu local sur un choix budgétaire, demander des comptes sur la gestion d'une école, participer à une réunion citoyenne, relayer une information vérifiée. Autant de gestes qui, cumulés, dressent une digue contre l'effacement silencieux de la volonté populaire. N'oublions jamais que la démocratie n'est vivante que tant que ses citoyens sont présents, attentifs, prêts à défendre la lumière contre le retour de la nuit.